Nous n'avons plus de temps, mais vous pouvez poser des questions. L'occasion est inespérée, donc on vous écoute. J'aurais une question pratique sur l'épreuve d'effort. Est-ce que vous vous en servez, non pas pour stratifier le risque, peut-être pour dans le cas d'activité physique, mais pour le diagnostic positif du syndrome par rapport à un test à l'âge maligne qui est quand même artificiel? Est-ce que cette méthode-là est utilisée chez vous? Si, mais à l'inverse, en général. En général, on a un patient qui a un type 1, un électrocardiogramme type 1, et on fait un test d'effort pour voir si on normalise. Parce que normalement, quand on fait l'isoprotérenol, quand on fait de l'adrénaline, on normalise l'électrocardiogramme. Donc c'est ce qu'on espère quand on fait un test d'effort chez quelqu'un avec un syndrome de Brugada, c'est le contraire, c'est qu'il va normaliser l'électrocardiogramme. Mais c'est vrai qu'à partir de ces observations que j'ai montrées, s'il y a quelqu'un qui est un sportif et nous demande si on peut faire du sport, on va faire un test d'effort, on va placer les électrocardiogrammes d'une façon adéquate sur le précordium pour voir si on a ce type de réponse qui est très, très, très exceptionnel. On a vu ça 5 fois dans ma vie, d'avoir une élévation de ST à la récupération de l'effort. Et donc, si on voit ça, pour le peu de données qu'on a de ces 3 patients qui ont été vus au Japon et qui ont démontré qu'ils peut-être ils avaient un risque supérieur, c'est pour ça qu'on fait le preuve d'effort. Si le preuve d'effort nous montre ce type de réponse, on va, avec la prudence, dire vous ne devrez pas faire du sport. Mais c'est exceptionnel. Hein. Le normal, c'est que le patient va normaliser l'électrocardiogramme. C'est donc un test qui n'est pas très sensible, on dira. Puisqu'il y a un ensemble Alors, au-delà du côté individuel et de l'aspect médico-légal qui peut être freinant, il y a tout de même des activités d'intensité brutale, à variation d'intensité importante, qui sont peut-être tout de même à éviter ou les informer qu'elles sont peut-être à risque de choc délivré par leur appareil. Si, mais Brugada va vous tuer le soir, au repos et la nuit. 95% des cas. Donc c'est pareil pour l'anxiété syndrome type 3, qui est le sodium qui est basé sur le sodium. Donc, en général, on peut le faire à partir de la peur. Okay? On a peur, il y a quelque chose qui peut vous tuer, il y a des arythmies, il peut y avoir des arythmies, donc ça fait peur. Mais on n'a pas des éléments scientifiques solides pour interdire le sport chez ces gens. Par contre, je suis d'accord, on peut faire un test d'effort. Si le test d'effort ne montre aucune anormalité à l'effort, c'est sûr qu'il ne va rien montrer. Je n'ai jamais vu une élévation de ST qui se produit à l'effort. J'ai vu toujours la récupération de l'effort. Là, on a des éléments quand même pour dire, écoutez, on croit qu'il faudrait faire attention pour ça. À nouveau, c'est quoi? C'est un patient au risque ou à bas risque? C'est un patient qui a reçu un défibrillateur ou pas? Ben, s'il a reçu un défibrillateur, on a quand même écouté que s'il y a quelque chose qui se passe, va être enregistré et va être traité. En tout cas, ça se pose la question uniquement pour le patient à bas risque qui n'ont pas un défibrillateur. Et alors, bon, s'il veut faire du sport, on fait un test d'effort, on se rassure, on voit qu'il n'y a pas d'anormalité. Il n'y aura pas d'anormalité dans 98% des cas, et donc il peut faire du sport, il peut faire quand même des activités physiques. J'ai une... Oh, pardon. Si, c'est le même risque. On a vu quand même que ceux qui ont une mutation au canal sodique vont avoir peut-être un peu plus de problèmes de conduction. Ils vont avoir plus souvent un bloc de branche droite. Ça, on le voit. Et chez les femmes, on voit plutôt une prolongation du PR pour ceux qui ont une mutation. C'est logique, mutation canal sodique va aussi affecter la conduction un peu, etc. Mais c'est à nouveau des faibles supports scientifiques pour ça, parce qu'on n'a pas vu de différence pour le suivi clinique
chez ces patients en termes d'avoir plus ou moins de morts subites ou des arythmies ventriculaires documentées. Au kilomètre 13 d'un semi-marathon, là, il y a quelques années à Paris, il y a un jeune, donc en plein semi-marathon, qui a fait un arrêt, qui a été étiqueté après syndrome du Brugada. Donc ça veut dire qu'une fois de temps en temps, est-ce que c'est possible qu'en plein effort, on puisse le faire? Est-ce que ça peut être que l'élévation de la température qui provoque ça? Si. On croit que si on fait des efforts assez intenses dans des circonstances climatiques aussi favorables du point de vue de beaucoup de chaleur, etc., et il n'y a pas d'hydratation assez suffisante, etc., enfin, toutes ces circonstances qui vont provoquer que ce patient puisse avoir une augmentation de sa température corporelle assez importante, qu'il puisse faire des arythmies à ce moment-là, comme on le voit pour quelqu'un qui fait la fièvre. Si. C'est très intéressant parce que quand on voit la question, c'est combien de cas on a décrits chez les enfants, oui. Ou combien de quoi on voit chez les enfants. C'est très intéressant parce que les 2 premiers patients qu'on n'a jamais vus, c'était des enfants de 2 ans, frère et sœur. Donc la sœur a été décédée, le frère non, et ils avaient 2 ans. Un 3e patient du groupe initial de 8 patients, c'était une fille de 8 ans. Les autres, c'était des adultes. Donc on croyait que ça, on allait le trouver chez beaucoup des enfants, c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup d'enfants décrits. Nous, on a une série de à peu près 50-60 enfants sur 800 patients, des enfants moins de 15 ans, mais on a très peu d'enfants très jeunes. C'est vrai que quand on trouve ça, quand on trouve un électrocardiogramme typique chez un enfant, mon idée, mon expérience me dit que ce sont très graves, qu'ils vont avoir beaucoup d'arythmies, qu'ils vont avoir mort subite, qu'il va falloir les protéger très intensement. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont des cas très graves. Au sujet du test d'effort en récupération, est-ce que vous avez des aspects de Brugada qui arrivent tardivement en récupération tardive? Et quelle est votre consigne quant à la durée de la récupération qu'on doit adopter? Non, je crois qu'on a un type qui a un Brugada. Donc s'il a un Brugada, il peut l'avoir. Il peut l'avoir 10 minutes après le test d'effort, juste parce que c'est son électrocardiogramme. Ce n'est pas un problème de récupération ou pas, c'est son électrocardiogramme. C'est ce qu'on voit, et c'est ce que je montrais ici, 4 patients. C'est le type qui a un électrocardiogramme normal au début de l'effort. On sait qu'il a eu un type 1, quelque part. Okay, on lui fait un test d'effort, et à ce moment-là, l'électro est normal. Et juste pendant tout l'effort, se normalise, continue normal. Et juste à l'arrêt de l'effort, dans les 3 minutes qui suivent, que c'est quand on va avoir le grand effet Bagal, apparaît une élévation de ST. Si ce type va continuer à avoir une élévation de ST ou pas, ça dépend de son électrocardiogramme basal, de base normale, habituel, disons. Donc, je crois que chez quelqu'un que vous faites un test d'effort, qui fait une récupération du rythme cardiaque bonne, se normalise la fréquence cardiaque et il n'y a rien qui apparaît, je crois que c'est là qu'on peut dire que c'est normal. Je n'ai jamais vu des anomalies qui apparaissent 10 minutes ou 15 ou 20 minutes après. Et si je les ai vues, c'est parce que je pensais que ça c'était son électrocardiogramme normal, parce qu'on avait déjà vu qu'il avait un électrocardiogramme anormal sans effort. Oui, une question. Sur le Brugada symptomatique, tout le monde est d'accord, je ne parle pas du sportif, là, tout le monde est d'accord, on l'implante. Qu'est-ce que vous conseillez chez les gens qui ont un type Brugada classique, indiscutable, asymptomatique? Comme stratification du risque ou comme sport? Ah non, tout venant, en dehors du sportif. Qu'est-ce que vous conseillez en termes de... On a besoin de 2 heures au moins. Et voilà, c'est pour ça. Parce qu'il y a pas mal de controverses. C'est le sujet. Il y a pas mal de controverses. Non. Qu'est-ce que je fais en pratique? Je vois quelqu'un qui a un électrocardiogramme type 1,
je n'ai pas de doute que c'est un typant. Je fais hier matin, avant de venir à Pau, je fais un type, 27 ans, électrocardiogramme absolument classique, typant fantastique, persistant, 5 électrocardiogrammes prises dans 6 mois, tous positifs complètement, donc asymptomatique, pas d'histoire familiale. Enfin, il y avait un grand-père qui avait décédé à 55 ans, mais on ne savait pas beaucoup plus de ça. Son père, sa mère, électronormal, lui, électro absolument faramineux, et asymptomatique, conducteur de train, chauffeur de train. Quand il m'a dit ça, je dis, oulala, c'est pas bien ça, je vais venir en voiture. Donc, je lui fais une étude électrophysiologique. On ne lui avait pas fait, c'est quelqu'un qui était du nord de l'Espagne, de Bilbao. Donc, on lui avait fait symptomatique, mais un électro qui était faramineux. Je dis, écoutez, moi, notre protocole, c'est de faire l'étude électrophysiologique. La probabilité que je vais vous induire une arythmie, c'est à peu près 22-23%. Okay? Mais si je ne vous induis pas, je suis tranquille. Je ne sais pas si vous allez pouvoir continuer à conduire en train. Ça, c'est une autre histoire. Je crois que le médecin du train va vous dire que non. Mais au moins, si moi je dois signer, je ne sais pas si je veux signer. Mais si c'est positif, vous avez un risque. Il faut protéger 2 extrastimulus en sinusale, fibrillation ventriculaire. Pour moi, ça, c'est pas normal. J'ai jamais vu ça chez un normal. C'est qu'on fait, nous, qu'on fait des études électrophysiologiques depuis 35 ans et on stimule le ventricule des gens normaux. On sait que 2 extrastimulus au ventricule ne produisent pas une fibrillation ventriculaire chez quelqu'un qui est normal. Donc, ça doit y avoir quelque chose là qui est complètement anormal du point de vue électrophysiologique. Et pour moi, ça, c'est un patient qui a un risque de mort subite et qui a un risque de... Et je recommandais, bien sûr, d'implanter un défibrillateur. Bon. Merci encore. Plaisir. Et merci à nos 3 intervenants. On peut avoir un autographe ?